Tu es militante kanak de la lutte depuis toute jeune. Depuis les tout premiers événements de 84. En plus, tu vivais dans une cité peu favorisée. Tu es aussi un membre de la famille du prisonnier politique incarcéré à Mulhouse, Christian Théin. Peux-tu nous décrire les conditions dans lesquelles il a été déporté et ses compagnons aussi? Bonsoir. Voilà, je m'appelle Olga, je suis la compagne de... Je m'appelle Olga, je suis la compagne de Christian, qui est incarcéré actuellement à Mulhouse. On reproche, on accuse On n'entend pas des insurrections depuis le 13 mai. Je vais essentiellement m'attacher à raconter, apporter mon témoignage pour le jour où il a été, où il s'est rendu, parce qu'il n'a pas été arrêté du tout, il s'est rendu. C'était le 19 juin au matin, à 5 h du matin, peut-être un peu plus. Plutôt, il y a le chef de la gendarmerie qui appelle, M. Mathéus, pour lui dire... non, c'était plutôt lui qui a appelé le chef de la gendarmerie pour lui demander pourquoi Brenda, vous voyez là-haut, une des mamans, et Fred aussi, la deuxième maman, ont été arrêtés. Parce que très tôt le matin, on a eu un coup de fil. On a appelé pour lui dire qu'il y a ces deux mamans qui étaient arrêtées. Donc du coup, il appelle plutôt la gendarmerie. M. Mathéus ne lui a pas répondu. Et tout de suite, il lui dit mais Christian, tu es où? Il dit là, je suis chez moi, je suis à la maison. Il y a la maison commune de Saint-Louis, la maison familiale. Et du coup, il lui dit, mais il faut que tu te rendes parce qu'il y a un mandat d'arrêt contre toi. J'ai senti qu'il y avait un souci, un silence. Et du coup, après, il répond, très bien, ben, j'arrive. Il semble... Monsieur Mathéus lui répond tout de suite, je viens te chercher. Donc, en fait, c'était le chef de la gendarmerie qui est venu chercher au verrou, là, au verrou près de Saint-Louis. Il a mis dans sa voiture et l'a emmené à la gendarmerie. Je me suis dit, je devais aller chercher du linge parce que je savais que ça sentait mauvais déjà. Il s'est rendu après en parlant, il me dit, je me suis rendu parce que j'avais rien à me reprocher. Et je voyais aussi que l'État se sert beaucoup sur la jeunesse. Et le fait de se rendre, c'était peut-être aussi pour aller leur parler à la gendarmerie, pour leur dire que voilà, je suis là, vous voulez laisser tranquille la population et puis la jeunesse. Il est parti donc je suis partie pour aller chercher ses affaires. En cours de route, on me rappelle pour dire que ne revenez pas au Mont-d'Or, à la gendarmerie du Mont-d'Or, mais allez plutôt à la caserne Meunier, qui se trouve à Nouméa, dans la capitale. Donc, du coup, je lui rends. En arrivant sur place, il y avait déjà les verrous qui étaient qui ont été mises. En fait, la caserne Meunier était barricadée, on ne pouvait plus y accéder. Il y avait un verrou devant la cathédrale, les gens qui habitent en Nouvelle-Calédonie,
Deuxième bureau en bas de la banque BNP. Et le troisième devant en fait, l'école Frédéric Sorleau. Donc je m'y rends, on me dit que je ne peux pas passer. Je retourne et puis je rencontre une partie de la famille et puis d'autres militants au niveau du parking devant la BNP. On se rejoint, on attend. On se fait encercler à un moment donné. Le raid qui vient, qui nous encercle, qui nous menotte aussi. Et après, il nous relâche. Donc on leur pose la question pourquoi vous nous menottez. Ils nous répondent c'est un contrôle d'identité. Donc comment ça se passe? Pour un contrôle d'identité, on menotte les gens. On était sur le parc. Je retourne chez moi, je me dis qu'il faut que je cherche un moyen pour être dans la casernelier. Je repars à la maison, je vais chercher son linge. Et je reviens au premier verrou, ils me disent non, madame, vous ne pouvez pas y accéder. Je retourne, je me dis, il est bientôt midi, il faut que je lui amène à manger. Je l'amène à manger. Pareil, on me refuse une première fois. J'insiste sur l'autre verrou, on me refuse aussi. Le troisième verrou, on me laisse passer. Parce que je leur explique qu'il est diabétique et qu'il faut qu'il mange. Parce qu'il a un traitement. Donc on me laisse passer, je lui amène à manger. J'en ai amené un peu plus parce que je savais qu'il y avait les autres camarades aussi. Je viens jusque devant la caserne Meunier. Il y a un gendarme qui vient me voir à l'entrée et qui me prend tout ça parce que je peux pas le voir. Je retourne. Le lendemain, je reviens encore. Il faut savoir que ces jours-là, on tourne autour de la caserne Meunier. Moi, j'essaie de réfléchir, de me dire, mais bon voilà, c'est en garde à vue, 96 heures, et peut-être qu'après ce sera fini. Je ramène du linge. Pareil, on me refuse encore une première fois, je vais sur le deuxième verrou. Voilà, ces jours-là, je vais tourner autour de la caserne Meunier, essayant de venir, d'essayer de trouver un prétexte pour y aller, un motif. Voilà, on m'aura laissé passer 3 fois. Une première fois pour la nourriture, une deuxième fois pour le linge, et une troisième fois pour son traitement. Je ne savais toujours pas ce qui se passait, donc j'appelle son avocat. Il me dit, ben là, Christian, il est maintenant en garde à vue, comme tous les autres camarades, 96 heures. Mais ne t'en fais pas, il va bien. Il a la tête sur les épaules. Du coup, je repars. Ça, c'était le 19, 20, 21. Le 22, samedi. Le matin très tôt, je me rends à la caserne. Je vais chercher des viennoiseries. Je me rends à la caserne encore une fois. Et là, je me rends compte qu'il n'y avait plus de bruit. Je ne me pose pas plus de questions. Je vais jusqu'à l'entrée de la caserne. Et j'apprends là qu'ils ont été transférés au tribunal. Donc je me rends au tribunal, cette fois-ci c'est le tribunal qui est encerclé, on ne peut pas y accéder. Donc rebelote, avec la famille, on tourne autour du tribunal pour essayer d'y accéder. Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'on me laissera passer pour assister à l'audience, mais sauf qu'on n'assistera pas, on sera dans le hall. Et c'est le jour où ils vont passer devant le juge des libertés et puis le juge d'instruction. Donc on se met toutes les familles, là, les 7. Il y a les 7 là, mais ils sont 8 en tout parce qu'il y a 2 autres en Nouvelle-Calédonie. On se met en bas, on attend. Il était 17h. C'est de poser des questions aux avocats qui au début étaient un peu nerveux.
Il devait être 16 h quand ma fille m'appelle pour me dire maman, dans un des médias, pour ne pas citer la voix de Caillou, il y a un article qui sort et qui dit que Christian sera déporté en France et sera à Mulhouse. Les camarades dans le tribunal, ils n'étaient pas encore passés devant les juges. Mais il y avait déjà cette info-là qui était affidée. Je réponds non, c'est forcément un canular, c'est pas possible. Ils ne sont pas encore passés devant les juges. Il était 16 h, 16h30, 17h, 17h30, 18h. Je vois son avocat qui sort parce qu'il était le premier à passer. Il était tout rouge. Il me regardait, mais je saisis tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je viens pas vers lui, j'attends. 18h30, 19h, il finit par venir me voir. Puis il me dit, est-ce que je peux te parler? Donc on se retire et puis c'est là qu'il m'annonce que Christian sera déporté à Mulhouse, dans la prison de l'État. Je lui demande pourquoi, puis il me dit, on n'a pas eu notre mot à dire. Les décisions ont été déjà prises en amont. Et on n'a même pas eu le temps de préparer notre défense. Cette soirée-là, au fur et à mesure, ça tombe. On apprend qu'un tel sera dirigé sera déporté à Dijon, une autre à Rio, un autre à Blois, un autre à Nevers, l'autre à Franche-sur-Saône, et ainsi de suite. Je vais voir son avocat, puis je lui dis, on peut au moins leur dire au revoir. Il me dit, je remonte et je reviens vers toi. Donc il remonte. On revient après comme c'est ok. Vous allez pouvoir leur dire au revoir. Et voilà, on attendait le jour parce qu'il y avait le couvre-feu. Le couvre-feu était levé à 6 h du matin. À 6 h du matin, chacun rentre chez soi. On va voir la famille à Saint-Louis, on leur explique les choses. Je rentre à la maison. Voilà, en gros, comment ça s'est passé? Les conditions de cette déportation, il nous racontera après que pendant. Ils ont fait 30 heures de vol parce qu'ils sont passés par Hawaï. 30 heures de vol menottés. Quand ils vont aux toilettes, les portes sont ouvertes. Même pour les deux mamans là, qui sont là, les portes restent ouvertes pour elles aussi. Et pendant toutes ces 30 heures de vol, ils étaient menottés. Est-ce que je peux vous témoigner? En rentrant, je me suis dit que je faisais le nécessaire pour venir parce que je savais qu'il allait prendre pour son grade, qu'ils allaient pas le couper, le ménager du moins. Donc voilà pourquoi je suis ici devant vous là aujourd'hui. J'ai demandé une demande de droit de visite et là j'ai le droit d'aller le voir 3 fois par semaine. Il est toujours à l'isolement à l'heure actuelle. Ça va faire 4 mois, et plus maintenant. Voilà. Je suis la seule personne qui peut venir le rendre visite. Il y a quand même des visites en terme. Voilà, merci. On a encore une dernière question pour elle, mais avant de poursuivre sur la deuxième question pour Olga, je demande à ceux qui sont au fond de la salle de vraiment faire un peu moins de bruit parce que c'est un témoignage à entendre et que pour ceux qui et que le travail qui est mené ici à la réunion publique, c'est le travail le plus important aujourd'hui de la soirée. Parce que c'est un travail qui vise à instruire aussi sur le sujet de notre pays.
Donc on vous demande là-bas derrière de faire un peu moins de bruit. Sinon on va demander au coordonnateur de fermer le bar. Olga, à quels obstacles les familles des prisonniers doivent-elles faire face? Il y a déjà l'histoire de la déportation. Toutes les familles sont en Nouvelle-Calédonie. Les deux mamans là, que vous voyez là-haut, elles ont des enfants qu'elles ont laissés en Nouvelle-Calédonie. Des enfants en bas âge. Les hommes aussi ont des enfants, donc c'est pareil, ils sont tous des pères et mères de famille. Donc l'éloignement, ça ne facilite pas les choses parce que du coup, les visites, c'était compliqué. Les droits de visite déjà, pour avoir un droit de visite, il faut attendre des mois et des mois. Par exemple, moi, j'avais fait mon droit de visite, ils sont partis le dimanche 23 au matin. Et dès lundi, il y a mes filles qui m'ont boosté pour aller faire les droits de visite. Donc tous les jours, je me présentais au tribunal. J'étais beaucoup aidée aussi par l'avocat pour avoir mon droit de visite. Et au bout d'un mois, il n'y avait toujours rien. Donc du coup, je me suis dit, je pars en France et puis je ferai ça là-bas. Et au final, ça s'est bien goupillé après parce qu'il y a l'avocat qui a pris le relais. Pour les autres familles, la difficulté, c'est surtout ça. C'est pouvoir aller voir les prisonniers, pouvoir leur apporter du linge. Donc on remercie beaucoup les collectifs qui ont été très réactifs, très opérationnels. Dès qu'on avait lancé le message d'SOS de la Nouvelle-Calédonie, il y a des collectifs qui se sont mis en place, des organisations qui se sont mis en place pour emmener du linge déjà. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont partis du tribunal à l'aéroport pour venir directement. Donc pas de linge du tout. Ils avaient juste les linges qu'ils avaient sur eux cette fois-là. Il y a aussi la possibilité de pouvoir établir la communication entre les familles. Donc comme je disais tout à l'heure, il y avait beaucoup de pères de famille et des mères de famille. Pareil, il a fallu du temps aussi, savoir comment pouvoir communiquer avec eux, avoir les téléphones, avoir les adresses, avoir les numéros des groupes. Voilà en gros les difficultés que je peux décrire à l'heure actuelle. L'autre difficulté, c'est la difficulté judiciaire parce qu'on n'a pas de visibilité. On n'a réellement pas de visibilité. Donc on vit le jour, de procédure à procédure. Dès qu'il y a une procédure, on dit que peut-être il y a une chose positive qui va en sortir. Et puis c'est pas le cas, et puis il faut se reposer sur la prochaine procédure et ainsi de suite. Donc voilà toutes les difficultés. Et je pense que la réelle difficulté, c'est le manque de visibilité à terme. Merci. Alexa, tu peux t'approcher s'il te plaît. Alors là, sur cette image, donc là on n'a plus des déportés, mais c'est l'image des martyrs, donc toutes les personnes qui sont tombées aujourd'hui. Donc pour des fois il y a plusieurs fois le même portrait. Voilà. Au milieu, alors on ne le voit pas très bien, mais c'est un père de famille. Il s'appelle Dani. Il a 40 ans, c'est un papa poule. Voilà. C'est pas du tout l'image du terroriste.
que les médias veulent faire passer sur nos martyrs. Quand Papa Poule, il a été assassiné parce qu'il allait sur des points de barrage pour dire aux jeunes de ne pas boire, et il a été assassiné par un policier en civil dans une voiture qui zigzaguait, et il est mort dans les bras de ses frères de lutte. Et ici on a aussi nos deux plus jeunes martyrs, Nassani Daouka, donc tout en bas, et à côté Djibril Salo. Donc lui était en BTS, et elle c'était une jeune fille qui avait pour projet de venir en France pour s'engager à l'armée. Donc dans l'armée française. Tous les deux ont été assassinés par des miliciens. Donc c'est des personnes de la droite locale qui leur ont tiré dessus. Je vais passer une vidéo sur la tribu de Saint-Louis. Donc la tribu de Saint-Louis, quand il y a un problème en Nouvelle-Calédonie, elle est souvent prise comme bouc émissaire. Donc c'est-à-dire qu'on va chercher aussi un maximum à criminaliser cette tribu. Et donc je vais vous diffuser une vidéo et ensuite on va échanger à partir de ça. Les corps de deux Kanaks tués par le GIGN ont rejoint leur tribu de Saint-Louis. Muel Moekia et Joad Kaïdine ont été tués lors d'une opération dans la nuit du 18 au 19 septembre à Saint-Louis. Selon le procureur, les deux hommes de 29 et 30 ans étaient armés et auraient tiré sur les gendarmes. Ils étaient soupçonnés d'avoir tiré sur d'autres membres des forces de l'ordre ainsi que d'une cinquantaine de carjackings à main armée. Est-ce que tu peux au moins un peu la décrire, puisque là on ne peut pas la voir finalement avec le problème de connexion. Est-ce que tu peux décrire un peu globalement ces images et les commenter? Dis-nous. Donc je suis Alexa, j'ai grandi à la tribu de Saint-Louis. J'ai grandi à la tribu de Saint-Louis et les images que vous avez vues avant, après ça m'a pas lu quoi. Je pleure un de ses fils qui a été tué dernièrement, Joad Kaïdine. Et Sami Daouka. Alors, pour dire en fait, ils ont été. Alors dans les journaux, ils disent qu'ils ont tiré sur les gendarmes. Ça, c'est un fait. Dans les journaux, ils disent qu'ils ont été. Comment dire? Que les gendarmes, ils ont tiré sur les gendarmes, c'est un fait, ça c'est, on va pas nier, c'est ce qui est arrivé. Mais la chose, et ce qu'ils disent pas, c'est qu'en fait, ils ont tiré sur les gendarmes, mais après, ils ont tué aucun gendarme. Mais les gendarmes, eux, au lieu de tirer pour, tirer juste pour les intimider, juste les blesser à la rigueur, et après les arrêter et les mettre en prison. Non, ils leur ont tiré dessus pour les intimider, ils les ont touchés, ils les ont blessés, et après coup, au lieu de les embarquer, ça n'a pas été dit dans les journaux, mais moi je vais vous le dire aujourd'hui. La maman que vous avez vue là, son fils, Joad Kaïdine, lui, il a été retrouvé tout seul comme ça, largué au bord d'un ruisseau. Et il était tout nu. Tout nu. Et ça, c'est l'État français. C'est l'État français. Parce qu'on ne peut pas dire autrement. D'accord, les gendarmes sont là, les légionnaires sont là, c'est l'État français qui les a envoyés. Et ils ont laissé mon cousin, mon petit frère comme ça, tout nu, tabassé,
Et lui, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas voir les coups dessus, sur lui, parce que lui, il est métis. Il est encore plus clair que moi. Les bleus se voient. On l'a même retrouvé le pantalon en bas. Qu'est-ce que ça veut dire après quand on voit ça? Tout le monde, on peut tous imaginer ce qui s'est passé. Et ça, ils ne le disent pas dans les journaux. Ils préfèrent dire que les gendarmes, ils leur ont tiré dessus parce que c'était des terroristes. Je suis désolée, quand on fait partie de l'État, on applique la loi. La loi, c'est-à-dire, on ne les tue pas. On les blesse à la rigueur, on les embarque, on les met en prison. Mais on ne les tue pas, si on fait partie de la loi. Je ne sais pas, moi, on m'a jamais dit que la gendarmerie, les militaires sont là pour assassiner les gens. Moi, j'appelle ça un assassinat, et pas autrement. Lui, il était comme ça, abandonné, au bord d'un ruisseau, tout nu, plein de coups roués dessus. Et mon autre cousin, il était mort le même jour. Il a essayé de s'enfuir, on lui a tiré dessus aussi, derrière le dos. Il a réussi à retrouver sa maison, la famille, il l'a récupéré. Mais une fois qu'il est arrivé là-bas, il était encore en vie. Le truc, c'est qu'il est allé après au checkpoint, il appelle ça les verrous. Arrivé au checkpoint, il était encore en vie. Là-bas, sa maman l'accompagne jusqu'au checkpoint. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Eh bien, qu'il ne peut pas accompagner son fils. Son fils était encore en vie, il leur demande d'appeler une ambulance. Le gendarme qui était devant, il dit non, on n'appelle pas d'ambulance, c'est quoi ça? C'est assistance, non-assistance à personne en danger, vous êtes bien d'accord avec moi? Ici, on ne fait pas ça. Là-bas, ils se permettent tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont loin de la France. Ils se permettent vraiment tout ce qu'ils veulent. Et ça, les loyalistes ne le disent pas, personne ne le dit. À la tribu de Saint-Louis, ils étaient coupés du monde pendant 3 mois. Pendant 3 mois, ils étaient coupés du monde. Pendant 3 mois, ils ont subi le système, l'indigénat, limite apartheid. Ils n'ont pas le droit d'aller ils ont le droit de sortir avec leur... voilà, c'est ça, les checkpoints. Ils ont le droit de sortir avec leur bouteille de gaz, mais ils n'ont pas le droit de rentrer avec leur bouteille de gaz. Comment après ils puissent faire la cuisine et tout ça? Ben, ils sont obligés de retourner à l'ancien temps, faire du feu. La cuisine au feu de bois. Mais le truc d'aujourd'hui, c'est que tous les jeunes, la plupart des jeunes, ils ne vivent plus comme avant, ils n'ont pas vécu comme avant. Eux, ils sont habitués au courant, au gaz. Pas mal de jeunes sont dans le besoin, ils sont pas de... Ils sont démunis en fait. Les jeunes couples. Je suis là pour témoigner de la toute sa vie, mais c'est... Les armes de gros calibre qui ont été apportées à la petite Saint-Louis. Mais ça n'a pas été prouvé. C'est pas la petite arme, la petite calibre qui va aller détruire une gendarmerie. Eux en face, ils sont encore plus armés que dans la tribu de Saint-Louis. Ils ont des bergers, Ils utilisent, il y a des soirs, ils rentrent dans la tribu, ils se mettent sur les bergers, ils se mettent à tirer à tout va. Et ça c'est pas dit non plus dans les journaux. Moi, j'ai ma petite sœur qui est à la tribu de Saint-Louis. Je les appelle, j'essaie de les joindre, peu de temps que je peux les avoir. Ils me racontent, voilà, il y a les gendarmes qui ont traversé la tribu et ils se mettent à tirer comme ça. Ça n'existe pas non plus dans les journaux. Non. Non. La France, non. Alors, on va faire une dernière question et puis après, on va vous dire juste notre petit calendrier et on vous laissera la parole pour poser des questions. Merci parce que c'est assez long, donc je vous remercie encore de votre attention.
Alexa, quel est le sentiment qui règne aujourd'hui à la tribu de Saint-Louis? Le sentiment qui règne aujourd'hui à la tribu de Saint-Louis, c'est qu'ils n'ont plus confiance. Plus confiance en l'État, en la politique, plus confiance même. Ils ont réussi à instaurer la division au sein de la tribu, même de la tribu de Saint-Louis. Parce que ça, je ne sais pas dit non plus. Les gendarmes ont payé des jeunes gens de la tribu de Saint-Louis pour dénoncer les autres jeunes qui sont sur les barrages. C'est leurs propres cousins, leurs propres frères. Ils ont donné plus de 2000 € à ces jeunes-là pour qu'ils puissent dénoncer tous ceux qui se cachent. Et du coup, on est venu, ben voilà, ils n'ont plus confiance même pas à leurs frères à côté, à leurs cousins et cousines qui vivent juste à côté. Voilà tout ce qu'a apporté les gendarmes. Bon, il y en a certains, ils nous disent, oui, ben, on est obligé de faire ce qu'on fait. Ben, tu vas démissionner et puis rentre chez toi. On n'est pas obligé, on n'a pas mis l'accord de tout. Si tu n'es pas faire ce que tu fais, tu démissionnes et tu rentres chez toi. Voilà, il n'y a plus de confiance en plus personne, même en l'État français. Merci, désolée si je suis en colère. Merci Alexa pour ces paroles pleines de vérité et de sens. Gabriel, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Bonjour à toutes et à tous, je vais faire extrêmement rapidement, mais oui, là, la soirée d'aujourd'hui et cette réunion elle est organisée par un collectif tout récent, tout jeune, qui a 3 mois, et je pense que moi je suis très fier du travail qui a été accompli depuis ce moment-là. À l'origine, on s'est juste, quand on a appris l'enfermement et la déportation de Christian Théin à Mulhouse, on est juste allé là-bas. Et on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'on était plein et pleine de Strasbourg. Et on s'est dit, bon bah c'est trop bête, il faut qu'on s'organise localement et qu'on commence à s'organiser pour organiser la solidarité, tout simplement parce que en tant que Français et Françaises, on a une responsabilité. C'est l'État français, c'est la gendarmerie française, c'est l'armée française qui mène toutes ces actions là-bas sur place. À titre d'exemple, tout à l'heure, Alexa elle a parlé de BBRG. On peut aussi parler de Centaure, c'est les nouveaux véhicules de la gendarmerie française qui sont là-bas, qui sont fabriqués en Alsace. C'est la compagnie Sofran qui a Vittel qui fabrique ces véhicules qui après, nous on a nos gamins, ils sont là, les gamins là-bas, à 10 ans, ils savent ce que c'est un véhicule blindé parce qu'ils les voient en fait, ils les voient tout le temps, ils sont habitués au checkpoint, ils sont habitués à la répression, ils sont habitués à la militarisation, un peu comme les Palestiniens. Donc voilà, il faut... Comment ? Voilà, des gamins de 10 ans qui savent différencier un blindé d'un autre blindé. Enfin, je veux dire, c'est un délire complet, quoi. Donc, voilà, la situation coloniale, elle perdure. Et nous ici, voilà, le collectif, on vous invite toutes et tous à nous rejoindre. On n'est pas un collectif, on n'est pas un regroupement d'organisations. Vous êtes vraiment toutes et tous, à titre individuel, les bienvenus, parce qu'on a besoin de toutes les petites mains, toutes les grandes mains. Voilà, comme disait Isabelle au début, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie. C'est vraiment le but, c'est de porter cette lutte. Alors pas la lutte pour l'indépendance, parce que ça c'est les camarades Kanak qui l'amènent là-bas. Nous, notre but c'est la solidarité. C'est la solidarité avec le peuple Kanak. On a une pensée aussi particulière pour les camarades en Guadeloupe et en Martinique. Les mêmes causes produisent les mêmes effets aujourd'hui. Un peu dans tous les drumcom en France. Il y a des soulèvements d'origine politique, sociale, économique, contre la vie chère, contre le colonialisme. Et voilà, donc encore une fois, nous on a une responsabilité en tant que Français, on paye nos impôts qui servent à financer tout ça, qui servent en fait à créer des femmes éplorées, à créer des enfants orphelins, etc. Donc voilà, juste un dernier mot, rejoignez-nous. On a fait circuler une liste avec des mails, on a fait circuler une liste aussi avec des propositions d'action. On est preneur de toutes les propositions d'action, toutes les propositions d'information, parce que comme disait Olga, ce qui nous manque beaucoup, c'est la communication, c'est le volet, parce que les médias loyalistes, les médias anti-indépendantistes, ils ont pavillon sur rue et c'est tout ce qu'on entend à longueur de journée. Donc nous on est là aussi pour apporter un contre-discours. Voilà.